J'ai l'impression d'être un dinosaure, puisque je vais me retrouver contemporain de Jean-Pierre, et voilà, et qu'on n'a pas retrouvé beaucoup de ses contemporains aujourd'hui pour cette journée. Juste une question, avant ou après notre année de naissance dont je vous dis, c'est l'année du Front populaire. Oui, exactement. Je sais, Régine, parce que j'allais commencer par le fait de comprendre qu'est-ce que c'était être étudiant à la même période à la Sorbonne. Ce qui est important parce que nous étions tous nés avant la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est la première caractéristique. Et nous avons passé notre prime enfance pendant la guerre. C'est-à-dire que tous, à des degrés divers, de façon diverse, nous avons été marqués par cette question de la guerre. Et nous l'avons vécu, selon la place où on était, en province, à Paris, etc. Moi, j'étais dans la banlieue parisienne. Jean-Pierre, à ce moment-là, était du côté de Châteauroux. Donc, mais on l'a vécu différemment, à des périodes différentes, en même temps, dans des conditions différentes aussi, et tous les étudiants qui étaient là étaient dans cette situation. Donc ça, c'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique, c'est que nous étions à nouveau, à cette période, confrontés à la guerre. Pas confrontés à la guerre de manière extérieure. C'est-à-dire que nous allions aller à la guerre. Nous étions les classes mobilisées, ou potentiellement mobilisées. Et donc la guerre se représentait. Troisième aspect, c'est que donc dans toute notre enfance, chez nos profs, ensuite, y compris quand on est arrivé en fac, au fond, la guerre était un sujet de discussion. Donc c'était présent dans tout, c'était présent dans les cours, c'était présent. Et puis autour de nous, il y avait des gens qui avaient collaboré, il y avait des gens qui étaient rentrés dans la résistance. Et si on prend par exemple le domaine de la psychologie et l'Institut de psychologie, vous allez retrouver à l'Institut de psychologie Paul Fraisse qui s'est évadé 2 fois, prisonnier s'est évadé 2 fois. Vous allez retrouver Bresson, François Bresson, qui a participé à la première manifestation étudiante sur les Champs-Élysées en 1941, je crois, et qui a été arrêté, qui a été emprisonné. Vous aviez Jean-François Legny, qui était rentré tout jeune dans la Résistance. Vous aviez César Flores, qui était espagnol, et en fait qui avait vécu le franquisme, la guerre d'Espagne, et qui a passé les Pyrénées à pied pour se sauver de l'Espagne franquiste. Donc voilà, c'était notre environnement. C'était notre environnement, et au milieu de ça, si vous voulez, il faut comprendre cet environnement pour comprendre, par exemple, l'importance à cette période de Jean-Paul Sartre et de sa notion d'engagement. Parce qu'il s'agissait bien de ça, puisque parmi les résistants, ça a été pour beaucoup d'entre eux, je pense à Jean-Pierre Vernant par exemple, ou sûrement à François Bresson, etc., des décisions individuelles, pas du tout des décisions d'organisation. Donc pour tous les gens de cette période, en fait, si vous voulez, je crois que pour être au clair, il faut séparer l'idée d'engagement, qui est une idée extrêmement forte, qui a entraîné des débats très forts, je pense entre Jankélévitch par exemple et Sartre, où Jankélévitch disait « il y a ceux qui s'engagent », c'était son cas dans la résistance,
et il y a ceux qui discutent de l'engagement. Et ça, c'était Sartre, dont on n'a jamais retrouvé les traces de participation à une quelque résistance que ce soit. Donc, voilà, je veux dire, c'est important parce que ça a conditionné aussi nos prises de décision face à la guerre d'Algérie. Lutter ou pas lutter sur la guerre, contre la guerre, aider le FLN ou pas aider le FLN, déserter, enfin, si vous voulez, tous les débats de l'époque. Donc on est là-dedans. Voilà. On est là-dedans et c'est quelque chose de très, voilà, de capital, parce que par la suite, moi, ce qui m'a toujours frappé chez Jean-Pierre, c'est que quelle que soit l'activité qui le concernait, que ce soit la psychologie, que ce soit la peinture, ou que ce soit la politique, c'était une affaire d'engagement. Et c'était resté, bon, et j'avoue que je partage assez ce point de vue, c'était fondamental. Et donc, l'adhésion ou l'affiliation n'était qu'un élément secondaire. C'est-à-dire, on s'engage dans une cause, il faut bien avoir la force nécessaire. Qu'est-ce qui peut nous aider aujourd'hui? Peut-être pas demain, mais aujourd'hui. Donc, c'était une reconduction, j'ai envie de dire, voilà. Donc ça, c'est le premier point que je voulais, sur lequel je tenais à insister, parce que sans ça, je pense qu'on ne comprend pas beaucoup de ces comportements. Et voilà. Et donc, de ce point de vue, il y a une unité dans la personnalité même. La deuxième chose, comme ça a commencé à être abordé ce matin, c'est qu'on est dans une période... Alors, il faut penser historiquement ce que ça signifie. Hein. On est dans une université, on est sous l'Ancien Régime, on va appeler ça l'Ancien Régime, c'est-à-dire la période où il y avait la propédeutique et la licence se faisait en 4 certificats. Il fallait les 4 certificats, donc pour avoir... bon, ça va être modifié en 66. En 66, en fait, on passe à un système d'années. Donc 66, c'est un moment clé de bascule. Bon. Et l'autre... donc cette histoire de forme nous amène effectivement, je disais ce matin, le certificat d'économie politique, par exemple pour moi, il fallait que j'aille le passer à la fac de droit et sciences économiques. Les certificats de psychophysio, etc., c'était à la fac de sciences. D'autres éléments se faisaient à Sainte-Anne ou pour le côté clinique, il y avait toute une série d'activités comme ça. Vous faisiez de l'ethno, vous alliez à l'Institut d'ethnologie. Donc on est toujours je veux dire, confronté aux autres domaines. Et l'année de propédeutique était une année où tous les étudiants étaient mélangés et où on décidait de l'orientation qu'on allait avoir ensuite. Donc on avait un tronc commun, disons, de certaines matières, et puis on choisissait des spécialités. Et donc ça, c'était l'année de propédeutique, et puis après on passait dans troisième caractéristique, c'est que la Sorbonne, enfin, ça formait des profs. À peu près toutes les disciplines, c'était une formation, effectivement, de licence, etc., mais suivie par un CAPES et une agrég. Sauf la psycho et la socio. Donc la psycho créée en 1947 et la socio créée en 1958. Et donc, nous, pas de débouché sur l'enseignement. Donc on est un peu un élément un peu hétérogène, j'ai envie de dire, dans la fac. Et qui ces deux ont été formés
par ceux qui ont contribué à les former. Et c'est ça qui est important. Et je pensais que, par exemple, ce matin, à propos de la présentation sur Lagache et donc l'Institut de psychologie, parce que c'est comme ça qu'il faut un peu poser le problème sur la... c'est simplement un accord entre les deux pour avoir la licence. Pour avoir la reconnaissance, pour avoir la licence, ce qui est une nécessité, pour être reconnu de manière autonome, si vous voulez, donc d'avoir une formation autonome à l'intérieur de l'université. Il y aura la même chose, en fait, avec la sociologie. Et dans les deux cas, il faut qu'on ait notre indépendance par rapport à la philosophie. Et donc, ça va marquer tous les étudiants, pratiquement, qui, à cette époque-là, sont en psychologie ou sont en sociologie. Et on va très bien s'entendre, les deux groupes d'ailleurs, ensemble, à l'époque où on y était, pour effectivement affirmer notre présence en tant que telle. Mais la psycho avait un avantage sur les sociologues, c'est qu'au départ, quand la licence de psycho a été créée, eh bien, en même temps, il y avait la création de l'UNEF. Et que pour obtenir, effectivement, pour obtenir cette indépendance, cette autonomie et la reconnaissance, il y a eu un accord, pratiquement, entre les enseignants et les étudiants. Et comme il n'y avait pas de débouché professoral, etc., et qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui travaillaient, a été créé le bulletin de psychologie. Et que ce bulletin de psychologie était une émanation commune du milieu enseignant et du milieu étudiant. Et ça, c'est aussi extrêmement important, parce que le bulletin de psychologie représentait l'unité de la psychologie. Au-delà disons, de toutes les... Voilà. Bon. Dernière remarque, pour comprendre 66 après, déjà par rapport à la Sorbonne, on était entre 15 et 16 000 étudiants. On était la moitié des étudiants en lettres et sciences humaines de France. Et si c'était la moitié pour les littéraires classiques, on va dire, dans les sciences humaines, on était au moins les 2 tiers à Paris, puisque dans plein de facs, il n'y avait pas de sociaux, etc. Et donc, et la dernière chose, c'est que pendant ce temps-là, ce qui se passait à l'extérieur, et nous, on est antérieur aussi à ça, c'est que en 1959, il y a la prolongation de la scolarité jusqu'à 16 ans. Il y a la création des collèges, c'est-à-dire le découplage à l'intérieur des lycées entre la partie collège jusqu'à la 3e et la partie lycée à partir de la 2e. Et donc, 1966, c'est la vague, parce qu'un collège, je vais vous dire, moi, quand je suis allé à la fac, j'avais 10 ans. J'avais 10 ans, je faisais 3 km à pied, je prenais le train pour aller à Paris, pour aller au lycée Condorcet. Il n'y avait pas de lycée plus près de chez moi. Et donc pas de collège, puisque ça n'était qu'une seule unité. Les collèges ont rapproché la partie jusqu'à 16 ans, en fait, des lieux d'habitation des gens. Ça a démultiplié. Ça a été une forme de démocratisation de l'enseignement. Et si vous faites les calculs, ceux qui rentrent les premiers dans cette réforme, qui se met en place en 1959, c'est eux qu'on va retrouver en 1966 dans la réforme de l'université. Et à ce moment-là, dans l'université, il faut
un nombre d'enseignants en conséquence pour recevoir cette population. Voilà, donc essayons de se replacer comme ça dans la situation où on se trouve. Et donc la troisième chose, alors par rapport, on a un certificat commun, la psychosociale dont on a parlé ce matin. Alors ça, la psychosociale, je peux vous dire que ce certificat, c'est l'auberge espagnole. C'est l'auberge espagnole parce qu'il traduit à peu près l'état de la question de la psychologie sociale et du département de psychologie de la Sorbonne, mais vraiment de manière parfaite. Parce que Lagache avait créé son courant de psychosocial, dans lequel on va retrouver Anzieux, on va trouver Robert Pagès, on va trouver Moscovici. Donc tout ça, c'est du côté de Lagache. Et puis, il y a un courant de psychosocial à partir de l'Institut de psycho, chez Fraisse. Et donc, c'est le deuxième courant. Bien. Donc, le certificat de psychologie sociale est négocié dans l'unité de la psycho de l'époque, c'est-à-dire un peu Lagache, un peu Fraisse, on met tout ça ensemble, et on met un troisième courant qui est lié à la psychologie collective, qui a son origine chez des sociologues d'avant la Seconde Guerre mondiale, en l'occurrence Blondel, Charles Blondel, et qui est représenté par quelqu'un que les psychologues traitent de sociologue et que les sociologues traitent de psychologue. C'est Jean Stutzel, donc, qui est allé aux États-Unis, qui a fondé l'IFOP. Et donc, voilà le troisième élément. Donc, vous voyez cette espèce de magma sans unité. Il faut bien penser à ça. Donc, c'est là où on se retrouve ensemble, entre autres, mais sur un magma. C'est tout. Donc voilà notre situation globalement. Or, il faut dire que cette période-là va se clarifier dans les années jusqu'en 66, j'ai envie de dire, hein, puisque les noms qu'on a donnés un peu ce matin, je vais vous donner des exemples. C'est que le livre d'Althusser, pour Marx, il paraît en 65, d'accord ? Le geste et la parole de Leroi-Gourhan paraît en 65. Sagesse et illusion de la philosophie de Piaget paraît en 65. Le rassemblement de textes de Jean-Pierre Vernant paraît en 65. C'est-à-dire que d'un seul coup, là, il y a une explosion d'ouvrages qui s'était amorcée dans des revues diverses, enfin bon, et qui va amener tout le monde à réfléchir et à réfléchir autrement. Donc, disons, prenons cette année-là qui est vraiment une année de rupture, à peu près sur tous les plans institutionnels, etc. Et j'ai retrouvé, il y a sur Internet, pour les psychologues, il y a une description par un étudiant qui était en 66, donc en psycho à Aix, et c'est intéressant parce qu'il traduit bien l'atmosphère donc de cette époque. Et donc le livre de Piaget, Sagesse et illusion de la philosophie, va avoir un retentissement énorme, mais pas seulement chez les psychologues. Alors, il faut dire que Jean-Pierre, lui, au bout du compte, il est toujours rebelle, j'ai envie de dire, et en fait, l'Institut de psychologie, c'est Pierron. Et donc, il y a eu un conflit entre Pierron et Fraisse, au début, qui s'est réglé.
Et puis là, c'est Fraisse, à l'époque. Et donc, à la fois, il est très marqué par Fraisse, mais en même temps, il n'aime pas avoir des maîtres. J'ai envie de dire comme ça, parce que... et donc, il va être passionné par Piaget, qui enseigne à cette période-là à la Sorbonne. Ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Et qui a comme assistant Pierre Gréco, qui est le meilleur connaisseur des théories de Piaget. C'est-à-dire qu'au bout du compte, la véritable formation de Jean-Pierre, c'est Piaget. C'est les théories de Piaget. Et donc, il va se cramponner, dans un premier temps, sur Piaget. Donc, à la suite du livre de Piaget, Sagesse et Illusion, il y a une réunion avec la création de la revue Raison Présente. C'est le premier colloque qu'organise Raison Présente, et ce sera le premier numéro de la revue, sur le livre de Piaget, Sagesse et Illusion de la philosophie, et où vont s'affronter psychologues et psychologues qui sont représentés quasiment que par l'Institut de Psycho, faut dire ce qu'il y a, et puis des philosophes. Et j'ai retenu de ce débat, si vous voulez, les positions de Fraisse, qui sont intéressantes pour moi, sur deux ou trois points. Le premier point, c'est dans le débat avec les psychologues, avec les philosophes, il va dire, en reprenant Piaget d'ailleurs, au fond, la rupture entre les philosophes et nous, c'est que les philosophes s'occupent de la conscience et que nous occupons de la prise de conscience. Mais la conscience, on ne sait pas ce que c'est. La prise de conscience, oui, on peut l'étudier. Et il dit, l'objet de la psychologie, c'est la prise de conscience. Voilà. Une définition comme une autre que je n'avais jamais vue, et qui en fait renvoie à Claparède, qui a été le premier à avancer cette idée. Or, Claparède, c'est le fondateur de l'Institut Jean-Jacques Rousseau, dans lequel Piaget enseigne. Donc, on revient, là, on est en train un peu de boucler. La deuxième chose, par rapport aux philosophes, il parle de l'anthropologie. Il dit on ne peut pas dire des anthropologies, on ne peut dire que l'anthropologie, avec un L apostrophe. Parce qu'au fond, l'anthropologie, c'est tout ce qui concerne la connaissance de l'homme. Ce qui est la définition de l'anthropologie à la base. Et donc, l'anthropologie, ça n'est que la rencontre, l'intersection, le complément entre ce groupe qu'on appelle sciences de l'homme, qu'on va appeler ensuite sciences de l'homme, et donc qui va effectivement depuis des éléments biologiques jusqu'à des formes de connaissance, d'émotions, etc. Donc c'est ça l'unité pour Fraisse, l'unité de la psychologie. Donc il y a bien une unité de la psychologie dans la tête des gens à cette époque. Donc, troisième temps, quand même, qui est intéressant, c'est que, ça, je vous présente un tableau de ce qu'on était tous à l'époque. Et puis, un jour, en sortant du restaurant universitaire Le Mabillon, il y a quelqu'un, peut-être Claude Bastien, je pense que je connaissais en propé, et en tout cas, quelqu'un m'emmène prendre un pot dans la rue de Bussy, à un café qui s'appelait le Six-Billards. Et donc je vais au Six-Billards avec la personne qui m'emmène. Et là, pour rejoindre, là, il y a des gens qui sont installés. Et il y a Jean-Pierre. Jean-Pierre qui est en train de dessiner. Bon. Et Jean-Pierre, oui, Jean-Pierre Le Rouzic. Donc, je vois, il dessine, et il dessine, alors moi je m'informe, tout ça, et
il dessine, c'est un projet de dessin pour la vie ouvrière. Hein, petit dessin satirique, là, petit dessin... bon, je regarde le dessin, je regarde le Rouzic, tout ça, et ça, je connais. Je connais parce que j'en avais vu dans l'Huma Dimanche. Enfin, dans le milieu où j'étais, on achetait même ici Paris, France Dimanche, tout ça, pour avoir les dessins de Dubout, c'est-à-dire que on avait dans les milieux populaires une culture du dessin comme ça, c'était un plaisir. Et donc il y avait comme ça dans l'Huma, il y avait l'Huma Dimanche, il y avait des dessins. Et les dessins de Le Rouzic, je les avais déjà repérés parce que je les aimais bien, la forme d'humour qu'il y avait dedans. Et puis j'en avais trouvé ailleurs aussi, dans la revue de Simca, parce que l'usine Simca Poissy était à côté, et il y avait beaucoup de gens dans mon quartier qui habitaient et qui allaient travailler chez Simca. Et dans la revue de Simca, il y avait des dessins de Le Rouzic. Donc Le Rouzic, je voyais bien qui c'était, au moins qui c'était sur le papier. Et il y avait là Jojo Chatin. Alors Jojo Chatin, c'est un journaliste, pigiste, à l'époque, qui travaille pour la VO, qui travaille pour l'UMA, mais qui est originaire du centre de la France, qui passe son temps entre les deux, parce qu'il est pigiste aussi à la montagne, donc à toute une série d'autres journaux, là. Et donc, lui aussi, donc c'est le deuxième que je tiens à signaler du groupe. Et la troisième personne, c'était Eugénie Dubreuil. Alors Eugénie Dubreuil, c'était la compagne de Georges Chatin. Et, merci. Et elle était peintre, et puis elle suivait des cours d'histoire de l'art à l'époque. Et puis de temps en temps, il y avait Régine qui venait, mais comme Régine travaillait, elle participait très peu aux discussions, parce qu'elle corrigeait. Chaque fois que je l'ai vue là, elle travaillait. Et voilà. Donc, et alors c'est là où c'est important, parce que les discussions qu'on pouvait avoir, ça me changeait complètement des discussions avec les étudiants, les autres étudiants. C'est-à-dire on avait quelque chose en commun, et c'est ce quelque chose en commun qui est important, c'est qu'on se posait la question de comment gagner sa vie. Et qu'il fallait qu'on gagne notre vie vite. Et on était tous dans la même situation, c'est-à-dire que l'université n'était qu'un moyen. Ce n'était pas un but, c'était un moyen d'obtenir un boulot, d'où moi je suis allé aussi au Conservatoire national des arts et métiers, parce qu'on pouvait obtenir des diplômes un peu rapidement, donc c'était un truc, je veux dire, assez classique. Et donc cette question de gagner sa vie, c'est une question tout à fait pratique. Hein. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'était les discussions sur l'art. Voilà. Et alors les discussions sur l'art, eh bien, Eugénie l'a mené un peu la danse parce que, vu les cours qu'elle avait, et ces cours-là tombaient très bien, parce que c'est une période qui me passionnait, que je connaissais très bien, alors les écrivains, la musique, etc. C'est la Renaissance. Donc Renaissance italienne et Renaissance française. Et donc, oui. Alors on a débattu depuis Uccello, etc. Donc sur cette période. Mais cette période, c'est quoi? Cette période, c'est le moment où il y a le débat entre théorie et pratique. C'est vraiment le thème. On le trouve chez Rabelais, on le trouve dans Don Quichotte, on le trouve chez les artistes. C'est le rapport entre les deux. Parce qu'en fait, c'est le moment où les intellectuels se désengagent, eux aussi, d'une certaine manière, de la tutelle de la religion. Il va y avoir une laïcisation qui se produit
à ce moment-là, donc dans les activités intellectuelles. Et je pense à Bernard Palissy, par exemple, qui n'était pas seulement céramiste, mais qui avait d'autres activités sur les fontaines, sur des relevés de terrain, etc., et qui a écrit des textes qui fait dialoguer théorique et pratique. Et donc, ce débat-là, il nous concernait directement parce que régulièrement, et dans les débats sur la peinture et tout ça, c'était toujours comment il s'y prend, pourquoi il fait ça, comment il s'y prend, etc. Donc c'était, je veux dire, c'était cette question de la pratique qui était vraiment au centre de nos discussions. Or, ce XVIe siècle, on a abordé ce matin, qui pour nous était un texte central, et je crois restera un texte central jusqu'au bout, puisque c'est comme ça que Lucien Febvre, on va le retrouver dans les réflexions de Jean-Pierre. Mais ça se termine par un philosophe qui s'appelle Francis Bacon. Et je vous cite le texte de Francis Bacon parce qu'il est extrêmement important. « Les empiriques, semblables aux fourmis, ne savent qu'amasser et user. Les rationalistes, semblables aux araignées, font des toiles qu'ils tirent d'eux-mêmes. Le procédé de l'abeille tient le milieu entre ces deux. Elle recueille ses matériaux sur les fleurs des jardins, des champs, mais elle les transforme et les distille par une vertu qui lui est propre. C'est l'image du véritable travail de la philosophie qui ne se fie pas aux seules forces de l'esprit humain et n'y prend même pas son principal appui, qui ne se contente pas non plus de déposer dans la mémoire, sans y rien changer, des matériaux recueillis dans l'histoire naturelle et les arts mécaniques, mais les porte jusque dans l'esprit modifié et transformé. C'est pourquoi il y a tout à espérer d'une alliance intime et sacrée de ces deux facultés expérimentales et rationnelles, alliance qui ne s'est pas encore rencontrée. C'est notre formation de l'époque. C'est-à-dire que sur ce point, oui, sur ce point, c'est le troisième point central. Bien, je vais passer à un deuxième souvenir parce que là, je termine. Je suis allé à l'armée. J'ai pas pu continuer à aller au billard. Je suis allé à l'armée, bien entendu. J'arrive au service psychologique de l'armée. Je rentre dans le bureau de l'adjudant. Je regarde, je vois des dessins qui représentent le contingent, des caricatures du contingent. Et je regarde les trucs. Tout de suite, je vois que c'était signé Le Rouzic. Et l'adjudant me dit « Oui, ça a été fait par le soldat Poitou. » Or, Jean-Pierre Poitou, j'en avais toujours entendu parler par les autres psychologues, et parce que, à l'UNEF, mais parce que lui, il travaillait au bulletin de psycho à l'époque. Et donc, il ne venait pas aux réunions de toutes les... Voilà. Et à ce moment-là, j'ai fait le lien que Le Rouzic que je connaissais et Poitou, le psychologue, étaient une seule et même personne. Donc maintenant, je ne sais pas si je l'appelle Le Rouzic ou Poitou en ce domaine. Bien, deuxième période, là, on se sépare, on commence chacun notre trajectoire. Et puis, en 68, je viens à Aix, à fin 68, comme Jean-Pierre, qui arrive d'abord fin 68. Et je trouve, moi, j'arrive ici, hein, dans cette maison. Il y a Marc Maurice qui est en train de faire une étude. Enfin, c'était pas dans cette maison à l'époque, c'était dans les clochons de la fac de droit. Bon. Marc Maurice est en train de faire une étude sur les cadres en mai-juin 68. Donc, moi, je travaillais sur les grèves comme phénomène social total. Et ça tombait bien. Et j'avais le problème des revendications qui étaient
une question pour moi qui était essentielle, qui était comment est-ce qu'on passe de l'insatisfaction au mécontentement, du mécontentement à la revendication, de revendication à l'action, pour essayer de comprendre ce qui se passe dans les grèves. Et donc, à ce niveau-là, ce qui m'intéressait, c'était de parler avec des psychologues. Surtout que j'avais commencé ça avec Paul Hassan Mokor, à propos de son livre sur le vide social, et où je l'avais aidé parce que je connaissais très bien Alvax et les théories de Alvax. Et donc je discute avec Jean-Pierre, qui lui travaillait sur les cadres. Donc en fait on était tous les deux sur la même population. Donc ça c'est le premier point de rencontre et de discussion possible. Et la discussion nous amène sur Pierre Naville. Et en fait, Jean-Pierre connaissait très bien l'œuvre de Pierre Naville. Donc Pierre Naville, qui est psychologue, sociologue, qui a été le secrétaire de Trotsky, qui est surréaliste, enfin tout populaire, quoi, qui est militant trotskiste. Voilà. Donc, et on discute de Naville. On discute de Naville parce que c'est extrêmement important. Et Naville s'occupait en sociologie des nouvelles technologies. Donc voilà, il connaît très bien Naville et il connaît le livre de Naville, Psychologie, matérialisme et marxisme. Donc là, je sais qu'à cette période-là, voilà, il connaît très bien la question du marxisme. Et donc on va discuter à l'intérieur de ça, autour de la notion de qualification, puisqu'il y a un livre de Naville là-dessus, et puis de l'adaptitude. L'adaptitude, ça a été un conflit entre Naville et Pierron, alors que Pierron défendait la position de l'aptitude. Naville, qui travaillait à l'orientation professionnelle à ce moment-là, développait l'idée de l'adaptitude. Et cette notion d'adaptitude ouvrait effectivement, non pas sur les qualités personnelles, mais sur la relation bien entre l'individu et l'extérieur, c'est-à-dire sur l'appréhension de la situation, soumission ou contrôle de la situation. Et tout ça, ça tombait dans une période, après 68, où, avec les fermetures d'entreprises, avec les nouvelles technologies, avec la question de l'enrichissement des tâches, toute une série de questions comme ça, c'était une question sociale, c'était une question débattue dans la société. Donc c'était voilà, une question sociologique, une question psychologique et une question sociale. Donc on travaille là-dessus, bien. M'amène à un troisième temps, parce que je vais vite comme ça, mais 1980. 1980, il y a un appel du Centre culturel de Port-de-Bouc sur la mémoire ouvrière. Et appelant les chercheurs et les artistes à venir participer, y trouver et produire et développer. Et donc, moi, j'y réponds en tant que chercheur. Jean-Pierre va y répondre en tant qu'artiste. Annie va y répondre aussi en tant qu'artiste, Bouffarty en tant que chercheur, etc. Donc, on est nombreux à répondre à cette demande. Et à l'intérieur de ça, pour faire ça, moi d'abord, c'est un problème que j'avais déjà rencontré dans mes recherches, c'est la question de la mémoire. Donc je demande à Jean-Pierre s'il connaissait un livre sur la mémoire pour l'origine chez les psychologues. Parce qu'Alvax, tout ça, je connaissais parfaitement. Et donc il me signale le livre de César Flores, hein, que sais-je, de César Flores, sur la mémoire pour un bon bilan de... voilà.
Donc, moi, je fais pour le Lest, pour le séminaire du Lest, un texte qui s'appelle « Le vif saisit le mort », parce qu'il y avait eu un article de Bourdieu sur la mémoire qui s'appelait « Le mort saisit le vif ». Et c'était une réponse et un désaccord avec Bourdieu, qui avait été mon prof, entre autres. Et il se trouve que Jean-Pierre, à la même période, lui, avait fait déjà dans Type un article sur une critique de la notion d'habitus. Voilà. Donc, et on va à Port-de-Bouc. Moi, je travaille, et ma femme aussi, on travaille, au fond, ma femme, elle travaille sur les, si vous voulez, sur les archives du chantier. Bon. Moi, j'enquête, et toujours avec mon idée des conflits, et puis aussi des connaissances, de la qualification, etc. Et puis de la mémoire. Et pour la mémoire, je ramène des ouvriers sur le chantier, les ruines du chantier, dans le principe d'Alvax, d'avoir des cadres sociaux, des repères matériels à la mémoire, etc. Et donc je travaille avec eux là-dessus. Et à ce moment-là, les ouvriers me disent « Ouais, mais on sait où sont les outils, on pourrait en faire une démonstration. » Je dis « D'accord. » Et donc, comme il y avait des moyens de filmer, on a filmé, on a reconstitué donc le travail des riveurs à l'époque. Et Annie est venue servir de photographe en même temps, pendant que... et donc là, on a appris beaucoup de choses, effectivement, avec la reprise des outils. La mémoire s'est débloquée, on a fait ça. Et puis, ma femme qui travaillait sur les archives, travaillait sur les archives techniques. Et pour comprendre des archives techniques, quand vous avez des plans de bateaux, des photos, et donc elle travaillait avec les ouvriers. Et c'est eux qui disaient ça, c'est ça, ça, c'est ça, etc. Et donc progressivement, elle a sorti un texte qui est dans Type sur les plans, sur le dessin des navires sur les plans. Et à la suite de ça, les traceurs ont accepté de reprendre leurs outils dans la salle à tracer. Et donc, il y a eu un film qui a été fait sur les traceurs par ma femme. Et elle a eu une idée, comme ça. Comme à La Ciotat, il y avait le début de la CAO, elle a emmené un ancien traceur qui n'avait jamais rien vu de l'informatique. Et puis, elle l'a emmené là-bas. Et elle l'a amené. Le gars, il a regardé, pas perdu du tout devant l'écran, et il s'est mis à discuter donc avec ses traceurs sur ordinateur, parce que c'était ça, il s'est mis à discuter avec, et puis l'ingénieur qui est arrivé, et puis il a discuté avec l'ingénieur, il a dit oui, vous pouvez faire ça parce que vos bateaux, vous les faites de telle forme, et donc effectivement c'est possible, etc. Donc une discussion, et puis donc tout ça filmé, puis elle est revenue à Port-de-Bouc, et il a raconté cette visite aux autres traceurs, à un autre traceur. Et ça a été filmé aussi, c'est dans ce film. Et là, on voit comment des gens qui avaient toujours travaillé sur un plancher sur lequel le bateau était dessiné, effectivement, travaillaient sur des éléments en 2 dimensions et voyaient en 3 dimensions. C'est ça surtout qui ressortait de l'affaire et qui était quand même sacrément important dans cette démarche. Et Jean-Pierre a suivi ça, effectivement, et il a invité Fanette à participer à un des colloques, séminaires qu'il avait fait sur la CAO donc à l'époque. Donc ça, c'est le deuxième temps, j'ai envie de dire. Et bon, maintenant, alors après, on continue chacun notre travail. Tout ça a été financé par le ministère de la Culture. Moi, je pars à Nantes. Et je vais continuer avec le ministère de la Culture pour les financements de recherche. Et donc, j'écris un article
en fait, en 1984, un article sur le savoir-y-faire. Voilà. Mais en même temps, je n'étais pas le seul en 84, parce que par un autre biais, il y avait Geneviève Delbos et Jorion qui avaient travaillé sur les paludiers et qui aussi étaient arrivés à la même conclusion que moi, c'est-à-dire qu'il fallait parler de savoir-y-faire. Le Y que les grammairiens ne comprennent pas, ils ne savent pas trop ce qu'il y a dans le Y. Et en fait, là, c'est la situation. Pour nous, c'est au fond l'adaptation, l'adaptitude, et on revient à l'adaptitude derrière. Donc, voilà. Donc, il y a ce temps-là. Et puis, bon, moi, je continue là. J'ai changé mes méthodes de travail depuis Port-de-Bouc. J'ai appris tellement que j'ai changé ma manière de faire de la socio. Et j'appelle ça, pour moi, maintenant, ethno-sociopsychologie. Sociologie, plutôt. Et donc, voilà. Et puis, pendant ce temps-là, Jean-Pierre, lui, va de son côté. Il a des relations avec Langage et Travail, avec des groupes comme ça, dont il a besoin. Je veux dire, il continue sa recherche dans la logique de sa recherche, et moi, je continue la mienne dans ma logique. Donc, arrive un bilan de tout ce qui s'est fait en ethnologie industrielle, qui est fait en 89, un colloque en 89, et à Royaumont, et où moi j'interviens avec un papier qui s'appelait Voir et savoir, donc dans ce colloque. Et le livre va paraître, le livre des actes du colloque, va apparaître sous le nom Savoir-faire et pouvoir transmettre. Et en fait, Jean-Pierre va le lire, ce livre. Et énormément des références qu'il y a dans ces articles, à partir de ce moment-là, font référence à des articles de ce livre. Que ce soit Brill, que ce soit Darré, tous sont là. Ils citent mes articles, mon article et des éléments qui l'intéressent à l'intérieur. Donc, il faut reprendre ce livre-là pour comprendre ce qui se passe à ce moment-là. Ça, pour lui, c'est une grande découverte de tas de travaux concentrés en un volume. Et je dirais qu'il faisait comme moi, il cherchait toujours les éléments concentrés pour éviter de se perdre dans des livres où on récupérait 30 pages d'intérêt sur 300. Voilà. Et donc il travaille là-dessus. Moi, je quitte Nantes en 94. Je reviens à Marseille. Je prépare en 93. Je rencontre Jean-Pierre et je lui parle de mes découvertes à Nantes. Mes découvertes à Nantes, qui étaient Marcel Jousse, l'œuvre de Marcel Jousse sur les gestes, et puis Janet. J'avais trouvé chez un bouquiniste les deux volumes, Le début de l'intelligence et puis L'intelligence avant le langage. Et je lui en parle. Il me demande de lui prêter le livre de Janet. Je lui prête Les débuts d'intelligence. Quand j'ai voulu lui prêter l'autre, il m'a dit que c'était pas utile. Et il l'utilise, mais alors immédiatement, avec l'objet intellectuel. Et donc le premier article qu'il va écrire dans les archives du sensible, c'est le livre de Janet mélangé avec savoir-faire et pouvoir transmettre, le reste sortant de savoir-faire et pouvoir transmettre. Et donc il va continuer son chemin comme ça, jusqu'au dernier moment où je lui demande un article pour les territoires du travail, et là, je vois apparaître dans cet article qu'il nous remet, la première chose, c'est la liaison immédiate ou presque égalitaire entre gestion des connaissances et anthropologie des connaissances. C'est le premier coup que je vois, c'était en 2001. Et la deuxième chose,
je vois apparaître pour la première fois la référence à Lucien Febvre. À Lucien Febvre. Et donc, au XVIe siècle, qui nous était si cher, c'est donc le livre sur Rabelais. Et de là, il tire l'outillage mental. Et là, moi, ce qui me frappe dans cette histoire, c'est quand même que ce terme d'outillage mental, il est utilisé par Vallon. Et que le grand absent des textes de Jean-Pierre, c'est Henri Vallon. Et que le livre La psychologie appliquée, qui concerne le travail, La psychologie appliquée de 1930, pas de référence. Mais il y a eu un très bon compte-rendu fait par Lucien Febvre à l'époque, dans les années 30, au moment où le livre est paru. Et la deuxième chose, c'est l'absence complète aussi du livre de Vallon, de l'acte à la pensée. Et ça m'étonnait beaucoup. Alors la dernière chose, c'est que j'ai essayé de comprendre ça, quand même. Et je suis retourné, je me suis dit, c'est le Rouzic qui va pouvoir peut-être m'informer, parce que quand il utilise Janet, Janet termine ce livre. Après l'outil, il parle du portrait. Et pour Janet, c'est les deux éléments, les deux objets intellectuels absolument indispensables pour la suite. C'est-à-dire pour le temps, pour l'espace, etc. Mais c'est le fondement, le premier fondement. Le portrait. Donc, et dans le portrait, il cite notamment le tableau de Magritte, « Ceci n'est pas une pipe », qui est donc dans la discussion, et ça se termine sur la psychologie de la forme. Donc je me suis demandé pourquoi il y avait ce silence. Je me suis dit, il n'y a qu'un moyen, c'est le peintre. Et donc je suis retourné, et là, je me suis aperçu, effectivement, il nous dit que pour sa partie artistique, il avait exposé, et puis, à une exposition, il rencontre Édouard Pignon. Et il discute avec Édouard Pignon. Or, Édouard Pignon, c'est la peinture réaliste. Hein. Donc, et Édouard Pignon lui dit « Ah ben, tu devrais voir André Fougeron ». Et André Fougeron, c'est la bête honnie, l'horrible réalisme socialiste. Entre parenthèses d'ironie de l'histoire, aujourd'hui, Fougeron est considéré aux États-Unis comme un précurseur, un grand homme dans l'histoire de la peinture. Donc, il faut apprendre à revisiter, à mon avis, nos connaissances. Et donc, du coup, comme j'avais utilisé pour voir et savoir le texte d'Édouard Pignon, le livre d'Édouard Pignon qui s'appelle La quête de la réalité, ce qui est clair comme thème, comment le dessin et la peinture est objet de connaissance. Donc ça, c'est le premier truc. Et deuxièmement, il y a le grand homme de notre jeunesse qui est Brecht, qui nous avait appris combien la guerre était horrible dans Homme pour Homme, à l'époque où on était étudiant. Et j'ai repris les textes de Brecht. Et effectivement, dans les textes de Brecht, pour définir donc pour la partie art réaliste, il écrit à un moment à propos des portraits, justement, et c'est ça qui me paraît important. Or, les portraits, depuis la peinture de la Renaissance, où Jean-Pierre en parlait, de savoir quels étaient les signes qui permettaient de reconnaître le milieu social dans les portraits. Et donc, à Port-de-Bouc, il va faire un atelier avec Annie, et j'ai amené le numéro de la mémoire de Port-de-Bouc de l'époque. Je pourrais laisser, je ne sais pas qui, laisser l'exemplaire, puisqu'il y a un article d'Annie et Jean-Pierre à propos du portrait collectif, donc le portrait continu, et que dans
la dernière partie de sa retraite, au moment de sa retraite, tout ça, je pense, c'est à ce moment-là, il a fait une expo de portraits, et il a fait son autoportrait. Et dans les textes de Brecht, il y a un texte qui est, à mon avis, à propos du portrait, qui est clé. Il dit d'abord que pour connaître l'œuvre de quelqu'un, ça veut dire refaire le chemin de l'artiste. Et donc avoir la connaissance minimale pour refaire le chemin de l'artiste. Et il ajoute, à notre époque, il y a peut-être même une certaine rééducation, à la différence des époques antérieures, l'essor de nouvelles méthodes de production fondées sur le machinisme a d'une certaine façon ruiné l'artisanat. Les qualités propres des matériaux sont tombées dans l'oubli. Le processus de travail n'est plus lui-même ce qu'il était jadis. Chaque objet est désormais produit par un grand nombre d'hommes collectivement. Ce n'est plus le créateur travaillant individuellement qui fait tout comme jadis. Il ne contrôle jamais, dans chaque cas, qu'une partie de la genèse de l'objet. De même, le sens du travail individuel s'est perdu. On ne le connaît plus, on ne le sent plus. Et, je veux dire, on a l'impression que ça correspond, que ça répond directement aux questions que Jean-Pierre se pose. Alors, en conclusion, je voudrais dire ceci, c'est que quand je reprends les auteurs, d'abord, tous ces auteurs dont il a parlé renvoient aux années 30, que ça renvoie à l'époque où il y a eu la production de l'encyclopédie française, qui était dirigée par Lucien Febvre, toujours, je mélangeais, Lucien Febvre, et que le premier volume s'appelle L'outillage mental. Et que la source, il faut aller la chercher là, ce qui est la première chose, que c'est la période où Mauss, dont je me réclame comme sociologue, dit qu'il est anthropologue, et qui dit que les problèmes intéressants, c'est toujours aux frontières des disciplines, là où les professeurs se mangent entre eux, dit-il, et c'est parce que je suis poli. Et en fait, Mauss parle phénomène social total et homme total. Et donc c'est l'esprit des années 30 qui est là, qui était une recherche de l'unité, effectivement, d'une anthropologie. Et ce qui me frappe dans l'analyse progressive de Jean-Pierre, c'est qu'en fait, on part la question qui est derrière, et qui est derrière depuis notre discussion à propos de Blainville, c'est d'un côté l'idée centrale du matérialisme historique sur le fait que, en produisant les biens matériels, les hommes produisent leurs relations sociales et produisent leur catégorie mentale, leur représentation. Mais comment? Là, il n'y a pas de réponse. Et que c'est une véritable question qui est posée à ce moment-là. Ça, c'est la première donnée. Et que quand on regarde les étapes progressives de son travail, c'est qu'au bout du compte, on aboutit aujourd'hui, en fait, en prenant, c'est la base matérielle, enfin la partie matière quasiment, ou physique. Et puis, on a au-dessus les objets intellectuels, c'est-à-dire qu'ils sont toujours des artefacts, qui sont toujours des produits de l'activité humaine, deuxième niveau. Et puis, Febvre va lui amener l'outillage mental, qui est le troisième niveau. Et donc, ce qu'il est en train de travailler, c'est au fond de répondre à la question qu'il y avait chez Marx, et d'y répondre en psychologue, en cherchant comment on peut passer effectivement de cette vision matérielle
voilà, de raccorder le monde matériel et le monde des idées. Ce qui n'est pas fait dans l'encyclopédie française, mais toutes les interrogations se trouvent là. Et il a signalé, il signale en parlant du livre de Rabelais, justement, eh bien, Rabelais et le problème de l'incroyance, celui-là et Janet le libèrent de l'influence de Piaget. Parce qu'il dit que Piaget, en fait, a trouvé sa source chez Janet. Et donc, il retourne aux sources, au bout du compte, de la psychologie qu'on lui a enseignée pour essayer de la refonder. Et c'est là où il est logique qu'il se soit battu pour l'unité de la psychologie, c'est-à-dire c'est ce qu'il a cherché, à mon avis, toute sa carrière, de trouver une unité dans la psychologie. C'est terminé. Je vais donner la parole à la